Et là, très simplement, tu vas rentrer le nom de la ville ou le code postal de la localité. J'ai vu que tu Donc, passais bon, pas mal de temps sur le Bon Coin, ah, mais j'adore le Bon Coin. J'adore le Bon Coin. hein. Gros client au Bon Catégorie. Coin, hein. Facilité à trouver une location à Saint-Nazaire, ça te dit très difficile. Ah, il est D'ailleurs, bon souvent, pour la c'est poubelle, leur truc, là. ça a un effet qui est plutôt bénéfique, c'est que ça se retrouvait plus dans un marché d'acheteurs qu'un marché de vendeurs. Si je perds ce projet-là, est-ce que je me mets en danger financièrement? Salut, salut Antoine, comment Et vas-tu? ça va très bien, nickel, merci. Et toi? Ça va, merci. Eh ben, écoute, ça fait plaisir de t'accueillir sur la chaîne Rousseau Le Bon Tuyau pour parler un petit peu d'investissement immobilier. Alors, Merci à toi. bah, de rien, de rien. Je pense que tu as peut-être vu un petit peu la chaîne, mais ici, notre credo, c'est beaucoup d'essayer d'automatiser un maximum, de systématiser les investissements, donc particulièrement dans la crypto. Et là, ça va être intéressant, du coup, justement, de voir un petit peu, toi, comment ça se passe au niveau de l'immobilier là-dessus. Alors, je voudrais commencer par une question qui va être directement sur l'actualité, parce que c'est ce dont on entend parler énormément. Avec la montée des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, on va s'imaginer que les taux d'intérêt généraux vont augmenter. Comment est-ce que tu vois ça, toi, par rapport à l'immobilier? Qu'est-ce que ça va changer? Alors écoute, très simplement, on voit déjà, hein, parce que ça fait un petit mois maintenant que les taux ont commencé à augmenter vraiment, vraiment de manière importante, hein. On a quasiment pris en un mois ce qu'on aurait dû prendre en un an d'augmentation de taux, hein, de manière normale. Et en fait, moi, je trouve ça assez rassurant et je le vois au travers des gens que j'accompagne, c'est qu'en fait, tous les gens qui étaient curieux pour investir dans l'immobilier se sont découragés en voyant ça. Et donc, en fait, ça rend, en fait, ça fait un peu du ménage dans la concurrence, qui n'en était pas forcément. Mais du coup, ça va occasionner une légère baisse des biens immobiliers. On va se retrouver plus dans un marché, eh bien, d'acheteurs qu'un marché de vendeurs. Avant, lorsque les taux étaient bas, tout le monde pouvait demander un crédit, c'était assez facile de l'obtenir. Aujourd'hui, on va exiger des dossiers un petit peu plus solides. Les banques vont vraiment demander à ce qu'on prouve la rentabilité d'un bien immobilier pour en faire un partenaire qui va t'accompagner dans le financement. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que vu qu'il y a moins de concurrence, tu peux négocier plus facilement les biens immobiliers. Donc, évidemment, ça ne s'observe pas partout. Il y a des endroits où, notamment partout où les gens peuvent acheter des résidences secondaires. Là, c'est pas négociable parce que c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat énorme et lorsqu'ils achètent une maison à 500 000 ou 1 million d'euros, ils l'achètent cash. Donc, c'est des endroits vraiment très ponctuels, hein. Il y a la Côte d'Azur, il y a le littoral breton, voilà, il y a certains endroits, il y a certains Ah, ça, lieux c'est des où personnes ça qui marche ont fait de pas. l'argent dans les cryptos, ça, qui achètent cash comme ça. Ah, voilà, voilà. Ou qu'on vient négocier leur patrimoine immobilier. Ouais, ouais, tout à fait. De toute façon, Ouais. les manières de gagner de l'argent sont très nombreuses. Mais tu vois, ce qui est très bien pour rebondir sur ce que tu dis avec la crypto-monnaie, c'est moi, je trouve que la crypto, c'est un fabuleux complément en fait avec l'immobilier. C'est-à-dire qu'en fait, tu as plein de gens, ils ont plein de l'argent, ils achètent un appartement, ils font de la rentabilité, ils font du cash flow avec ça. Mais c'est des gens, ils n'ont pas forcément envie d'arrêter de travailler, ils sont très heureux dans leur travail et compagnie. Donc en fait, ils ont toujours des revenus et ils n'ont pas Mhm. forcément un niveau de vie qui va augmenter. Bah là, du coup, l'idéal, c'est quoi? C'est de placer tes excédents dans de la bourse, dans de la crypto, dans plein de choses, mais il ne faut pas le laisser dormir sur ton livret A ou quoi, parce que tu perds de l'argent sur ton livret A. Donc ce serait vraiment une grosse erreur. Et moi, je fais un petit peu de crypto-monnaie. Figure-toi que je me suis intéressé à la crypto-monnaie l'année de la naissance de ma fille, en 2015. Donc, D'accord. j'ai acheté mes 5 premiers bitcoins qui étaient à 350 euros pièce. Ok, Et en très fait, bien, ouais. si tu veux, Antoine, j'y ai pas du tout cru. Donc, j'ai tout revendu à 380 euros pièce dans les 3 4 mois qui ont Oh. suivi. Et un jour, il y a 2 ans, je faisais de la plongée sous-marine à Nouméa et j'ai un copain qui me dit, t'as vu le Bitcoin et tout, t'as vu? Il était à 22 000 dollars, je crois. J'ai dit non, j'ai fait faire un infarctus sur place. J'ai dit quoi? Mais tu sais que j'en ai eu 5 à l'époque, Ouais. j'avais un compte, tu sais, je fais ça sur Coinbase Ouais, et, ouais, ouais. j'avais la plateforme GDAX, je m'amusais à trader un petit peu du Hmm. Bitcoin. Bon, je le faisais sans aucune compétence. Et c'est vrai, bon, après, Normal. il est monté très haut, il est redescendu Ouais, très bas. Là, il est monté bon, à 60 000, il est redescendu à 20 000, donc tes 5 bitcoins représenteraient toujours une coquette somme. Très voilà, intéressant, du exactement. coup, ce que tu disais par rapport à l'immobilier, parce que, bon, la pierre, ça reste un investissement favori des Français.
Donc, c'est vrai que moi, je voyais tout le monde qui voulait investir dans l'immobilier partout. C'était vraiment, il y avait un max. En plus, il y a eu énormément d'émissions sur comment prendre soin de son intérieur avec les Stéphane Plaza, les machins. Tout le monde, il y avait un petit peu. J'ai vu beaucoup de personnes, si tu veux, qui se mettaient entre guillemets agents immobiliers, qui étaient des intermédiaires, qui essayaient de faire des choses là-dedans. Et aussi, bien sûr, d'ailleurs, j'en ai entendu parler dans une de tes vidéos. Ce que j'aime bien dans tes vidéos, c'est que tu vas vraiment dans le détail de l'immobilier. Quand tu fais tes visites et compagnie, tu parlais par exemple que avoir un jardin ou un espace vert, c'était devenu très important depuis le Covid. Parce que c'est vrai que maintenant, une fois qu'on a retiré quelque chose qu'on avait avant, une certaine liberté, les personnes vont se dire, ah ouais, quand même, c'est beaucoup plus important que je le pensais. Euh, donc, c'est intéressant que tu dises que du coup, il y a un désintéressement. Bon, il y a un désintéressement aussi dans les cryptos suite à la chute, puisque personne va investir quand ça baisse, tout le monde va investir quand ça monte. Sinon, tout le monde gagnerait de l'argent, ce serait illogique. Pourtant, alors tu vois, moi, il y a une phrase de mon mentor que j'adore, hein, la personne qui m'a tout appris dans le business, c'est euh, il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Donc en fait, quand Ouais, tout va mal, bah, tu vois, là, c'est quand le Bitcoin va bien. C'est sûr qu'on n'a pas confiance d'acheter quand ça va pas et ouais, tout, alors que le Bitcoin, on sait que quand il tombe bas, c'est pour remonter encore plus haut que la dernière fois qu'il est descendu. Donc bon, vraiment. après, voilà, sauf que les performances passées ne présagent jamais des performances futures. Mais bon, là où pour moi, c'est un excellent complément, ou même on peut en faire tout un business, hein, c'est qu'en fait, quand tu n'as vraiment rien, du moment que tu as une situation qui est un petit peu stable, tu peux aller voir Mhm. une banque, elle va te prêter 200 000 euros pour acheter un bien immobilier. Aujourd'hui, la Ouais. banque qui va te prêter 200 000 euros pour acheter du Bitcoin, je ne la connais pas. Si tu la connais, mets-moi en relation. Mais Non, non. Non, c'est trop volatile si tu veux. C'est trop compliqué psychologiquement de tenir sur un marché en Bitcoin si on est avec de l'emprunt. Parce que dans l'emprunt, il y a de l'obligation de remboursement, il y a des choses comme ça. Tu vas avoir des paiements à faire. Et honnêtement, je connais très peu de personnes parce que en soi, tu peux prendre un emprunt pour acheter du Bitcoin. Parce que tu peux arriver avec un collatéral à la banque et utiliser ça pour emprunter de l'argent. Après, ce que tu vas en faire avec, tu leur donnes la raison que tu veux leur donner, qui vont bien aimer. Tu en fais ce que tu veux de l'argent. Si tu veux demain, un mec qui peut faire un emprunt étudiant s'il veut et investir dans les cryptos. Le truc, c'est que l'humain est un être émotionnel et je pense que si tu es à ce niveau-là à faire un petit emprunt, la personne n'est pas à passer dans assez de stages émotionnels de l'investissement et autres pour pouvoir se permettre ça. Par exemple, même moi, qui ai déjà pas mal de bouteilles dans les cryptos, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas aujourd'hui. Et je pense que, par exemple, quelqu'un qui a 40, 50 balais, qui a des fortunes de plusieurs millions, de plusieurs dizaines de millions, plusieurs centaines, avec différents fonds d'investissement, bah là, lui, il va pouvoir se permettre, parce qu'en final, de prendre ce risque-là, OK, ça va être avec un effet de levier max, mais ça représente toujours que 10% de son capital, tu vois. ouais, Donc, exactement. forcément, en fait, l'humain, dès qu'on commence à parler en dizaines de milliers d'euros, bah déjà, le cerveau, il a du mal à suivre. Donc, déjà, il faut Ouais, s'habituer avec l'argent, il faut s'habituer à ces sommes-là et compagnie. exactement. D'où Euh, l'importance de toujours, toi, je pense que tu conseilles la même chose, mais c'est de commencer déjà avec un petit portefeuille. Déjà, apprends ouais. à bien gérer un petit portefeuille avant de le faire grossir. Moi, j'ai des gens, ils veulent commencer tout de suite par des immeubles de rapport, des appartements à 1 million d'euros. Je dis non, non, fais tes armes avec un studio. Après, tu passes au T2. Après, tu feras une coloc. Après, tu feras de la division d'appartements. Mais enfin, respecte-toi. Je veux dire, si demain, tu vas à la salle de sport pour la première fois, tu vas pas faire des squats avec des haltères de 100 kilos sur les épaules. Tu vas te flinguer et ça va détruire tous tes espoirs. Donc, commence petit, Hmm. sois humble, accepte que tu n'aies pas la connaissance. Commence déjà par aller à la FNAC en achetant un bon bouquin. Déjà, ce serait déjà le meilleur début que je pourrais Tu te as un bouquin à conseiller. conseiller justement là-dessus? Écoute, il y a un livre que j'aime beaucoup qui a été écrit par Julien de la Grandane qui s'appelle Investissement locatif. Je n'ai pas la Ok, référence vas-y. exacte, mais n'importe qui tape ça dans Ouais, Google va ouais. le trouver. D'accord. C'est Voilà. intéressant ce que tu dis parce que j'avais entendu parler de quelqu'un qui avait un gros parc immobilier aussi. Euh, et bah, d'ailleurs, toi, tu peux partager un peu les chiffres de ton parc immobilier, qu'on ait une idée de Bien qui on sûr. Alors parle. j'ai commencé l'immobilier en 2014. Donc, tu Ouais. vois, c'est pas non plus extrêmement vieux. Et en fait, bon, voilà, ça m'avait toujours intéressé. Et puis en fait, j'ai gardé un rythme d'acquisition de 1 à 3 biens immobiliers par an depuis 2014. Donc aujourd'hui, je suis arrivé à 24 biens immobiliers
sur mon parc. Hmm. Ça me génère, enfin, ce que Et j'ai, qu'est-ce enfin, qu'on considère un bien? Un bien, ça peut être juste un studio, ça peut être un immeuble de rapport, tu le comptes à un bien ou tu comptes par nombre de locataires? un immeuble de rapport qui est composé de 4 appartements, ça va être 4 biens. Ok, Voilà, ça va être 4 biens. Une place de parking, ça va être un bien. Voilà, bon, je ouais. possède pas de Donc, parking parce que je. c'est ce que j'allais dire. Peut-être tu as Alors, 23 si, places de pardon, parking et un non. studio. J'ai un parking, mais qui était vendu avec un immeuble. Et en fait, bon, D'accord. je le mets à dispo d'un locataire. Mais voilà, moi, si tu veux, d'ailleurs, si on peut parler 2 minutes des parkings, il y en a beaucoup qui veulent commencer par les parkings. Moi, j'ai pas de. Je ne prédis pas un grand avenir au parking parce que je pense que le modèle du tout voiture et chacun a sa voiture va avoir tendance à disparaître. À mon avis, d'ici 10 15 ans, voire moins, on aura peut-être des voitures 100% autonomes qui viendront te chercher en bas de chez toi, qui te déposeront où tu veux, qui ont emmené les enfants à l'école, etc. Même dans les fins, dans les coins reculés. Et en fait, quand tu regardes une place de parking, elle est, enfin, une voiture, elle est en mouvement 3 ou 4% du temps. Sinon, elle est tout le temps parquée. Mais le but, ça va être un petit peu de les optimiser leur fonctionnement et de faire en sorte que elles fonctionnent plus 50% du temps que 3% du temps. Voilà. Là-dessus, je Après, suis tout à fait d'accord avec toi. Écoute, parce que après, je ne sais pas sur combien de temps ils mettent pour rembourser une place de parking, mais peu importe. Mais après, je pense qu'on a un petit peu notre vision, peut-être à toi et moi, c'est un petit peu entre guillemets en visionnaire et assez en avance, plus qu'on ne le pense. Mais ceci dit, c'est sûr que surtout dans les grandes villes comme Paris et compagnie, je pense que le partage de voitures, de quelle forme il se soit, quelque forme ce soit, par exemple, que ce soit, OK, soit des voitures autonomes, soit prendre plus des Uber, des compagnies et autres, ça se passera. Déjà, je vois déjà mes cousins, par exemple, qui vivent en région parisienne, bah, ils ont les applications où tu loues une bagnole depuis ton téléphone, quoi. bien Donc, sûr. forcément, eux, du coup, ils n'achètent pas une voiture parce que la location devient beaucoup plus simple et du coup, peut-être que ça, c'est des choses qui, à mon avis, et qui devraient se développer, hein. Sans parler d'écologie et compagnie, mais je pense que là, ça serait déjà, dans 5 10 ans, on va pouvoir diminuer là-dessus sur les bagnoles pas mal. Ouais. Et Il y a pour ça. Alors, du rebondir, coup, vas-y, je te pour laisse finir finir. là-dessus, juste sur les parkings, acheter des parkings, mais des parkings qui pourront être boxables pour en faire plutôt des petits locaux de stockage. Au moins, on Ouais, recycle bien sa place plutôt qu'un truc qui est complètement ouvert où il y a juste une trace de peinture au sol. Bah, ça, c'est pas boxable et c'est plus contraignant. c'est une Excuse-moi, je très t'ai bonne coupé un peu. idée. C'est une très bonne idée. Et justement, c'est très intéressant que tu aies fait ce rapport-là, du coup, par rapport à la place de parking et les gens qui voulaient se lancer dessus, parce que c'est pareil, j'avais vu pas mal de vidéos et autres. Et je peux comprendre que les gens soient intéressés parce qu'en fait, tu as parlé des deux profils. Tu as parlé des profils des personnes qui veulent aller avec un patrimoine, qui veulent aller prendre un immeuble, faire une opération à 1 million. Et puis d'un côté, tu as les gens qui veulent en fait commencer trop petit avec une place de parking parce qu'on leur dit que c'est facile, on leur dit que c'est pas cher. Je ne sais pas combien ça compte, mais on va dire c'est à 5 000 balles, tu vois, j'en sais rien. Et du coup, il y a ces deux spectrums-là. Et il y a les deux envers de la balance qui est très intéressant parce que j'avais entendu quelqu'un d'autre, comme je te disais, qui a un gros parc immobilier. Et lui, il disait en fait, quand tu commences dans l'immobilier, il vaut mieux commencer assez gros et directement aller sur. Alors lui, il conseillait justement bah, soit un immeuble de rapport ou même de l'immobilier commercial. Et par rapport à ce que tu disais, en fait, je pense que il faut investir peut-être dans l'immobilier, tu me diras si je me trompe, mais en fait, par rapport aux sommes qu'on a déjà. Parce que si quelqu'un, par exemple, il a une entreprise, il fait, je ne sais pas, 100 000 par an, quelque chose comme ça, 100 000, 200 000 par an, bah, lui, une opération à 1 million, ça représente quelque chose, mais bah, il se fera accompagner. Tu vois, je pense qu'une personne qui est arrivée à ce niveau-là, il va se faire bien accompagner. Donc, si tu es bien Bien sûr. accompagné, est-ce que tu penses que c'est toujours trop risqué et qu'il ne faudrait pas le faire ou pour toi, il faut commencer direct, juste studio toujours? Quel est Alors ton pour moi, avis justement? je préfère une personne qui a fait quelque chose, qui a mal fait, mais qui a au moins essayé, plutôt que la personne qui attend que tous les signaux soient verts, que tout soit nickel et qui en fait, ça Ouais. fait 15 ans qu'elle attend et qu'elle avance pas. Donc, tu sais, il y a cette phrase de Pierre Dac que j'aime beaucoup qui dit un intelligent assis va beaucoup moins loin qu'un con qui marche. Et en fait, il y a un petit côté où il faut avoir un petit peu le truc tête brûlée où tu lâches prise, tu dis, OK, je maîtrise pas 100% parce que tu maîtriseras jamais 100%. Tu maîtriseras jamais 100% de la blockchain, du Bitcoin, de la bourse, du CAC 40, du CAC 60, de n'importe quoi. Mmh. Et donc, au bout d'un moment, il faut dire, allez, on y va. Est-ce que, si je perds ce projet-là, est-ce que je me mets en danger financièrement? Il y a aussi cette notion-là, cette notion de Mmh. risque. Et, euh,
Et tu vois, les gens qui disent de faire que du Airbnb ou de faire que du local commercial, c'est pas du tout le discours que enfin, je suis pas du tout d'accord avec ce discours-là parce que regarde, j'ai connu des gens qui, enfin, je les connais toujours d'ailleurs, ils sont toujours en bonne santé, mais ils avaient acheté une quinzaine d'appartements tous loués en Airbnb. D'accord? Ils ont fait ça en 2018-2019 et début 2020, bah, tu as le covid qui arrive. Tout Airbnb, il y Mhm, a plus rien. Pendant 2 ans, mhm, tu as pas une seule rentrée d'argent. La banque, elle te dit: «OK, monsieur Dupont, on peut très bien suspendre les échéances pendant 6 mois, mais au bout d'un moment, il va bien falloir payer, quoi». Tu as mhm, perdu ton emploi parce que ta boîte, elle a fermé. Tu as comment dire? Tu aucun de tes appartements qui tu pas de rentrée. Tu peux mhm. pas les vendre, tu peux rien faire et tu n'as aucune rentrée d'argent. Donc non, je suis désolé. Moi, tu vois, en 2020 et Qu'est-ce qui s'est 2021, passé pour eux du coup? j'ai gagné un petit peu moins que ce que je vais déclarer en 2022. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ça devrait être, on est quand même sur une pente ascendante. Et mais pourquoi? Parce que sur mon parc, j'ai 4 appartements qui sont loués en Airbnb, que j'ai réussi un petit peu à louer malgré les confinements parce que je les ai loués à des professionnels qui venaient justement, faire des interventions ponctuelles. Moi, j'ai pas mal investi comment dire? Dans le sud de la France, autour de Toulon et à Toulon, tu as vraiment le port militaire avec des milliers de salariés et des entreprises qui viennent et cetera. Et donc ces gens-là, comme les hôtels sont pleins, bah, ils viennent pas mal remplir les Airbnb et les locations saisonnières. Donc du coup, tu loues, comment dire? En pleine saison à des touristes, à des étrangers qui peuvent le payer plein pot et hors saison, tu loues à des entreprises qui viennent faire des missions ponctuelles de 2-3 mois. Donc du coup, c'est en plus, c'est les patrons qui payent, donc c'est génial. Et en fait, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu parce que dans mes logements, bah, il y a que des logements principaux, à part ces 4 appartements qui étaient loués en Airbnb et qui ont battu un petit peu de l'aile. Mais voilà, si tu veux, j'ai parfaitement passé le choc du covid, parce que j'avais diversifié et je pense qu'il faut absolument diversifier. Comme toi, tu conseillerais de mettre un peu peut-être je sais pas, un peu d'Ethereum, un peu de Bitcoin, un peu d'autres crypto-monnaies, un peu de bourse, un peu de quoi. Voilà, on met pas tous ces deniers sur un seul biais financier. Je veux dire, il faut, systématiquement les départager. Si demain tu, achètes plein de locaux commerciaux dans une ville et que je sais pas moi, il y a je sais pas moi, enfin, cette ville du jour au lendemain, elle devient un petit peu malfamée parce que, bah, tu as investi à une époque où Calais, c'était super bien et puis tu as le ghetto de Calais qui s'est mis en place avec, les gens qui veulent rentrer en Angleterre à côté. Enfin, tu vois, ça a fait beaucoup à cette ville-là. Donc évidemment, ça arrive très rarement, mais ça peut t'arriver. Ça peut t'arriver Hmm. et Ouais, c'est ce faut qu'ils pas que ça disent, arrive aux hein. autres, quoi. On dit ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ou sinon tu les mets tous dans le même panier, mais tu surveilles vraiment bien ton panier. Et je pense que tu as raison là-dessus. Enfin, il y a en fait, là, ce dont on parle, c'est quelque chose qui s'applique à énormément de choses, parce que ça va être pareil pour tout dans le business ou autre dans la vie de si on se concentre que sur une chose, par contre, il va vraiment falloir se caler et être, à fond là-dessus, d'avoir, vraiment une précision laser et avoir beaucoup plus d'informations que tout le monde tout le temps, mais on sait qu'il y a ce risque derrière. Et justement, du coup, ceux qui avaient, le parc immobilier en Airbnb, qu'est-ce qui leur est arrivé, qu'on puisse avoir la fin de l'histoire un petit peu, Bah, après ces écoute, deux en trois fait, ans? ils ont remboursé, alors ceux que je connais avaient heureusement un peu d'épargne, mais en fait, tout le cash flow qu'ils avaient pu générer sur les premières années, bah, est parti en remboursement de crédit sans aucune rentrée financière à côté et ils ont pu passer la période du covid et ils ont pu se refaire un petit peu après. Donc, qu'est-ce qui les a sauvés? Bah, c'est d'avoir quelque part ce fonds d'urgence qui était disponible, qui était liquide, heu, que je préconise d'avoir. Le fonds d'urgence, c'est toujours avoir voilà, si toi demain, Antoine, tu fais un crédit qui va te coûter 1 000 € par mois pendant, je sais pas, pendant X années, il faut toujours que tu aies au moins de côté entre 6 à 12 mois d'échéance d'avance. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit vraiment cohérent, hein, mais enfin qu'on soit réel. Si aujourd'hui tu gagnes, je sais pas moi, de quelqu'un qui gagne 2 000 € net par mois, tu as 0 épargne, tu as rien du tout, tu es locataire ou quoi, n'importe quelle banque te prêtera de l'argent sur 25 ans pour acheter ta maison, jusqu'à avoir, 33 de taux d'endettement, à peu près, 35. Heu, je suis désolé, mais c'est pas parce que la banque te finance que c'est forcément sérieux de te financer. Prêter de l'argent Mmh. à quelqu'un qui, en 10 ou 15 ans, n'a jamais été capable de mettre ne serait-ce que 1 000 ou 5 000 € de côté, bah, je trouve ça assez, enfin, pas grave parce qu'évidemment tu as des il y a les coûts de la vie, il y a des difficultés qu'on peut rencontrer ou quoi, mais c'est pas forcément très sain, tu vois? Enfin, quand je vois des gens qui sont obligés de demander un financement en 5 fois pour s'acheter un, je sais pas, un lave-linge à 500 €,
parce qu'ils n'ont jamais réussi à mettre 500 euros de côté, alors que, et qu'une banque pourrait prêter à ces gens-là 150, 200 ou 250 000 euros pour s'acheter une maison. Je ne trouve pas ça forcément très sérieux Mmh. de la part des banques. En tout cas, moi, je ne prêterai pas d'argent aux gens qui m'ont pas prouvé qu'ils sont capables, eux, d'épargner de leur côté, quoi. Ouais, ça, c'est un long débat sur la gestion des finances personnelles, mais c'est, c'est le monde de la monnaie fiat, on va dire, hein. C'est le monde de la monnaie fiat où l'argent, dépensé aujourd'hui vaut plus que l'argent dépensé demain. Donc ça, c'est le grand problème de l'impression monétaire et tu parlais justement de alors il me semblait que tu as dit Toulouse ou quelque chose comme ça, par rapport à, qu'est-ce qu'ils avaient? Des bâtiments de l'armée ou je sais plus quoi dans le sud, c'est ça? Non, non, c'est dans le sud-est, c'est à Toulon. Toulon, OK. Parce que j'ai Toulon, regardé ouais. sur plusieurs de tes vidéos et j'étais choqué justement sur le nombre d'informations que tu avais là-dessus où, bah, en fait, tu essayais toujours de te mettre dans des endroits sur l'immobilier où il y a une demande forcée, il y a une demande constante. Donc justement, je Exactement. sais pas, tu connais toutes les bases du militaire en France ou les endroits où il y a des grandes centrales. Enfin, comment Alors, tu acquiers ce niveau alors, de connaissance? alors déjà, ce niveau de connaissance, je l'ai eu parce qu'on me l'a donné. Je veux dire, mon mentor, qui est une personne qui est aujourd'hui décédée, hein, qui est décédée à l'âge de 96 ans, m'a absolument tout appris. Et en fait, quand tu fais notamment du Airbnb, le Airbnb, ça marche très très bien. Tu vois, moi j'habite à la montagne, j'ai le Mont Blanc à ma fenêtre qui est juste là. Et je suis dans une zone où il y a une énorme activité pendant les vacances d'hiver, pendant les vacances de Pâques, pendant les vacances de Noël. Mais le reste de l'année, c'est mort. Il y a rien. Tu achètes des appartements sur la commune d'à côté, tu es à Megève, Ouais. tu es à 10-15 000 euros du mètre carré. Tu as des gens qui veulent absolument investir là-bas pour faire du Airbnb. Ça marche 3 mois par an. Le reste de l'année, il faut quand même que tu payes ton crédit. Tu as souvent des charges énormes parce que bah, tu chauffes 10 mois sur 12, hein. Et puis, enfin voilà, tout ça pour te dire que moi, si je dois faire du Airbnb, je vais chercher un lieu de France où je vais pouvoir louer toute l'année. Déjà, le sud de la France, tu as beaucoup plus de Mmh. facilité à louer toute l'année. Région parisienne, tu peux louer toute l'année parce que Paris est une belle ville toute l'année. Tu as des, bon, sauf que Paris, tu as le même problème, c'est que c'est également très cher. Alors, tu as d'autres coins. Tu as d'autres coins, comme par exemple le bord de mer où il y a les ports militaires. Donc, il y a Brest, il y a Cherbourg, il y a Toulon. C'est mes trois villes favorites. Et puis, tu as également Saint-Nazaire. Alors, Saint-Nazaire, ça peut ne pas forcément faire rêver, mais tu as beaucoup de gens qui vont là-bas en week-end, en vacances. Et les chantiers navals font travailler des dizaines de milliers d'emplois. Ça, Tu ouais, vois, par si contre, aujourd'hui, ça, je sais, ouais, j'habitais pas loin de Saint-Nazaire avant, j'ai fait mon lycée là-bas. d'accord, ok, très bien. Eh ben, tu vois, tu as des gens comme Toulouse. Toulouse, le principal employeur de la ville, c'est Airbus. Je veux dire, tout le monde le Mmh. sait. Euh, Sauf que c'est pas à Toulouse qu'il faut acheter du Airbnb. C'est à Blagnac. C'est là que les gens vont venir, sauf que tu n'auras pas une clientèle de touristes. Tu auras une clientèle d'entrepreneurs qui viennent faire des missions ponctuelles sur bah, les trains d'atterrissage, les réacteurs, l'informatique, enfin, sur tout ce que compose un avion. Et, euh, et donc voilà, en fait, il faut essayer de penser un peu plus loin. Toi, demain, tu vas louer du Airbnb sur la Côte d'Azur ou en Thaïlande ou quoi, parce que tu pars là-bas en vacances. Mais Ouais, si après, un je jour pense tu veux aller. que, enfin, dans l'immobilier, personnellement, je fais un petit peu des distinctions entre l'immobilier locatif, le Airbnb et autres, parce que je trouve que c'est OK, un métier qui au final est sous le même arbre, si tu veux, qui est sous le même toit, Mhm. mais c'est quand même des choses bien différentes. Tu vois, le Airbnb, bon, tu vas avoir des entrées-sorties complètes. Donc en général, tu passes avec une agence qui va s'occuper de ça. Donc, et tu D'accord, sais que tu c'est vas un autre avoir des métier. flots de Ouais. cash qui vont être Mhm. très très variants et tu es dépendant d'une plateforme de location. Enfin bref, tu as tout Ouais. ça. Que l'immobilier, toi, locatif, comme tu fais sur la plupart de tes biens, les 20 biens que tu as, c'est plus du longue durée, c'est plus du entre guillemets automatisé, systématisé. Ah bah, Tu prends bien le temps c'est des de. baux de location de 1 an, de 3 ans, c'est sûr. Et là, pour le coup, quand tu fais rentrer un locataire avec un bail meublé ou nu, il va louer en moyenne 60 mois. 60 mois, c'est 5 ans. Ça veut dire que pendant 5 ans, tu es peinard, tu n'as absolument rien à gérer. Alors, tu as des petits trucs à gérer. Tu peux avoir une fuite d'eau, tu peux avoir un ballon d'eau chaude à remplacer, voilà, le courant. Mais déjà, ce qu'il faut faire, tu vois, pour corroborer ce que tu disais au début, c'est qu'en fait, on peut absolument tout automatiser. Moi, par exemple, tu vois, la totalité de mes biens immobiliers, ils étaient en full gestion locative dans des agences immobilières, alors que moi, j'ai vécu pendant 2 ans à Nouméa, donc j'étais à 22 000 km de la métropole, et j'ai pourtant pu gérer la totalité de mes biens à distance avec, enfin, tu vois, tu as des trucs simples, hein.
toutes les agences immobilières font de la gestion locative. Et moi, ce que je recommande aux gens, c'est de toujours prendre des agences immobilières qui sont situées vraiment, celles qui sont situées immédiatement, enfin à proximité immédiate des biens du bien que tu as acheté. Parce que c'est eux qui vont connaître le plombier sérieux et réactif qui va venir dépanner, l'électricien qui peut venir changer l'ampoule dans les parties communes, etc., etc. Et puis tu dis à ton agent immobilier, tu dis voilà, si l'entrepreneur que vous faites venir vous envoie un devis à moins de 300 euros, vous le validez sans mon autorisation. Vous avez mon accord. Vous devez me consulter uniquement si le devis dépasse 300 euros. Et en fait, pour de la bricolette, ce que j'appelle pour changer une serrure, pour, Ouais. heu, pour mettre un groom, pour changer une ampoule ou quoi, c'est des devis qui vont être à 90, 100 euros. Je veux dire, tu as plus de frais de déplacement que de frais d'intervention finalement. Et, ça se gère extrêmement bien. Ce qu'il faut, c'est acheter des biens qui sont en bon état, dans lesquels toi, tu pourrais vivre, qui soient dignes. Surtout pas tomber, parce qu'on peut très, très vite être tenté de faire du marchand de sommeil et acheter des appartements, de 60 mètres carrés à 30 000 €, hein. Ça existe, hein, tu en trouves, hein. Donc tu achètes à 500 € du mètre carré. Tu vas y mettre à l'intérieur une famille qui va toucher 600 ou 800 € de CAF. Effectivement, là, tu vas être extrêmement rentable parce que tu vas avoir 800 € de loyer qui va tomber alors que tu n'auras que peut-être que 150 ou 200 € de crédit. Donc, tu as un cash flow qui va être monstrueux. Mais honnêtement, entre toi et moi, est-ce que tu es fier de posséder ça? Est-ce que tu es fier de t'appuyer sur le système où c'est des pauvres gens qui louent ça parce que ils n'ont pas les ressources eux-mêmes? Et en fait, c'est des gens qui, du jour au lendemain où la CAF arrête de payer, tu risques d'avoir des problèmes parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément eu l'habitude de sortir 600 ou 800 € de leur poche, tu vois, sans avoir les aides. Moi, je sais pas. Souvent, c'est pas forcément des très beaux quartiers, c'est pas des immeubles de bonne qualité, c'est pas des immeubles que tu as forcément envie de transmettre aux générations futures. Donc moi, honnêtement, ma règle, c'est si je peux pas vivre dans l'appartement que je suis en train d'acheter, je l'achète pas. Mmh. Ok, ouais, tu as vraiment une vision long-termiste là-dessus, Ouais. Nico. Intéressant. Intéressant. Et du coup, comment tu fais? Parce que là, toi, tu prends beaucoup des logements qui vont être plus vers du coup, tout ce qui est armé et autres. Comment est-ce qu'aujourd'hui, si tu n'avais pas le mentor, tu trouverais ces informations-là? Et peut-être quelles sont les autres bonnes zones que tu conseillerais, ou plutôt comment trouver une bonne zone? Je pense que ce serait l'idéal. Alors, comment trouver une bonne zone? Écoute, c'est très, très simple. En fait, il faut pas forcément être attiré par les très grandes villes. Il faut être attiré par les petites villes qui sont autour des grandes villes. Hmm. Et pourquoi? Parce que souvent, le prix du mètre carré à l'achat va être bien inférieur, alors que le prix du mètre carré, en location va être, lui, que très légèrement inférieur. Et tu vas jouer sur cette différence de ratio pour créer une rentabilité. Il faut que tu choisisses des villes qui sont donc, situées tout près, donc des pôles d'intérêt et qui sont surtout à proximité de comment dire? D'axes routiers, ou d'axes SNCF qui font que les gens peuvent aller rapidement et simplement dans les lieux d'activité. Est-ce Voilà. qu'on Donc on peut trouver des cartes là-dessus interactives qui nous disent directement OK, alors tu bon, bah, peux, oui, alors tu peux très bien, tu vois, il y a un site extraordinaire que j'aime beaucoup qui s'appelle le tensiomètre locatif. Tu tapes par exemple, le tensiomètre locatif dans Google et puis, tu mets le nom, tu vois, on peut le faire par exemple. Tu vois, si je te partage mon vas-y, je écran, peux. Vas-y. alors attends, bon évidemment j'ai tapé tensiomètre donc il me sort des des articles de médecine. Mais Mhm. voilà, quand tu tapes ici le tensiomètre locatif. Tu vas ici, tu cliques sur le premier site qui est intitulé donc www.logservice.fr et là, très simplement, tu vas rentrer le nom de la ville ou le code postal, de la localité. Donc toi, par exemple, tu m'as dit que tu étais à Saint-Nazaire. Est-ce que tu as de tête le code postal de Saint-Nazaire? 44 600, je crois. C'est bon, tu as une bonne mémoire. Donc Saint-Nazaire, excellent, Ça fait, excellent. ça fait plus de 10 ans que j'habite plus là-bas. Bah, écoute, voilà. Donc Saint-Nazaire, regarde, en fait, c'est un site qui est plus fait pour les locataires, mais c'est important parce que du coup, il faut avoir le son de cloche aussi de l'autre côté de la médaille. Et en fait, facilité à trouver une location à Saint-Nazaire, ça te dit très difficile. Les propriétaires ont, semble-t-il, beaucoup de facilité à trouver un locataire. Voilà. Après, tu as budget des locataires, il est entre équilibré et tendu. Donc, il y a Donc, du monde. c'est des Et bonnes. pourtant, à Saint-Nazaire, je vous dis, c'est une ville de merde, hein. Oh. Ouais, bon, Ça écoute. s'améliore, ça s'améliore, ça s'améliore apparemment la dernière fois que j'ai passé, mais d'accord, hein, c'est intéressant. Ouais, mais là, tu vois, par exemple, j'ai pas toute la carte j'ai pas toutes Alors, leurs non, données. Donc, bon, moi, ce tu que n'as je pas ferais, toute je la sais carte de déjà, Saint-Nazaire. je prendrais un J'imagine. développeur
Je prendrai un Ouais. développeur, je ferai un scrape des data et comme ça, j'aurai tous les codes postaux, j'aurai toutes les données par code postal. Alors, tu peux le faire. C'est un truc Ouais. que tu peux faire. Ça, c'est plus, moi, je suis assez ancienne école par rapport à ça. Mais toi, ouais, c'est Ouais, plus je pense ton que c'est parce que j'ai trop l'envie de me dire: «OK, je vais aller chercher le meilleur du meilleur», mais en fait, ouais, déjà quand tu as du bien et que du bon, en fait, et que tu connais un peu la zone, c'est déjà bien assez. ouais. Si tu vas Ou sur du le Bon Bon Coin. Coin, J'ai vu que tu le passais Bon pas mal de temps sur le Bon Coin, ah, mais j'adore le Bon Coin. J'adore le Bon hein. Coin. Gros client au Bon Catégorie. Coin. Regarde, on fait quoi? Catégorie immobilier. On prend pas de l'immobilier neuf. On n'achète jamais d'immobilier neuf. Et Voilà. comment tu C'est achètes, pour- est-ce que tu as fait des achats quand tu étais à Nouméa, par exemple? Est-ce que tu as fait de l'achat immobilier quand tu étais en dehors de J'ai France? terminé une vente, j'ai terminé une vente que j'ai initiée en arrivant, puis j'en ai fait une autre. Donc, enfin, j'ai terminé plutôt un achat que j'avais initié. Et j'ai également terminé enfin, fait une autre acquisition. Mais là, pour le coup, je suis repassé par un agent immobilier qui m'avait déjà vendu un premier bien, qui avait déjà toute ma confiance. Et voilà, il m'avait fait des photos, etc. Il comprenait tout à fait ma philosophie, ma façon de penser et de fonctionner. Et donc, j'ai acheté vraiment avec mes 10 doigts, j'avais toute confiance. OK, Donc là, tu et achètes du coup, au final, ça s'est bien passé, c'était bon, le bien et compagnie? Parce que moi, Ah oui, moi, ça par s'est bien exemple, tu vois, passé. c'est un des trucs où j'ai peut-être ce biais où je me dis l'immobilier, quand même, t'as pas une totale liberté par rapport à d'autres investissements. Bon, alors, il y a toujours un avantage, un inconvénient pour chaque investissement, hein, mais donc là, tu mets tes critères favoris. Exactement. Donc, je mets Saint-Nazaire. Donc, tu vois, Ah bah Saint-Nazaire, déjà, bravo. Saint-Nazaire, il y a rien à moins de 2000 euros du mètre carré. Mais bon, j'ai fait un petit test, c'est normal. Du coup, si on fait 60 mètres carrés fois 2,5, ça nous amène à 120, ça nous amène à 180 000 euros. Donc, on va faire, non, ça ne fait, ça ne fait pas 180, ça fait, écoute, on va faire à 180, ça fait 3000 euros du mètre carré. On a 18 résultats. Duplex, 4 pièces. Regarde, 4 pièces, 86 mètres carrés, 180 000 euros. OK. 180 000 euros, 2000 si euros je du mètre prends, carré. si je prends ma calculette. Donc, tu vois, admettons, le bien là, il est à 179 000 Ouais. euros. On va dire, allez, on fait une négociation cool, on l'achète à 175 000. T'oublies pas les frais de notaire. Il y a plein de gens qui se lancent et qui ne savent pas qu'il y a les frais de notaire et ils tombent de haut lorsqu'ils savent qu'il y a 8% de taxes que notre chère fiscalité va venir collecter. Donc, en gros, on l'achète 188. Tu divises ce montant-là par 250 et ça va te donner à peu près la mensualité bancaire, tout frais inclus, que tu vas avoir si tu fais un crédit sur 25 ans. Donc, ça va te coûter 754 euros par mois. Et ça, c'est un appartement de 4 pièces. Donc, 4 pièces, on va dire 3 chambres. Si tu fais une coloc là-dedans ou même du Airbnb, je te rappelle qu'à Saint-Nazaire, c'est très dur de se loger. Donc, c'est également dur en colocation. Admettons, je ne sais pas comment ça peut se louer, même si ça se loue pas très cher, ça se loue, je sais pas moi, 350 euros par chambre. Tu fais ça, tu multiplies pour 3 chambres, ça te fait 1050 euros de loyer, auquel tu retires les 750 euros de crédit que tu as. Donc là, tu as un cash flow qui va être de 300 euros. C'est pas monstrueux, mais tu peux trouver des biens peut-être un peu plus rentables, peut-être un petit peu mieux placés. Peut-être qu'on n'est pas à 350 euros pour la chambre, on est peut-être plus à 400, 450 euros. Donc ça, c'est une estimation de modèle que tu as. Donc évidemment, là, je survole, il faut aller beaucoup plus en profondeur, hein. Mais tu peux également faire, pourquoi pas, du Airbnb, qui va être uniquement dédié, pas à des touristes, mais à des actifs, Mhm. pour justement te créer de la rentabilité. Alors ça, bon, moi, quand je vois ce type euh, d'appartement là, bon, on voit quoi? On voit que ça doit être dans des grandes, tu vois, quand je vois un peu ce qui se passe derrière, là, de l'autre côté de la fenêtre, là, C'est en on doit grande être dans, tour. on doit être dans des grandes tours et tout. On a déjà été rénové une première fois. On est sur de la cuisine cheap et pas finie. On est sur de l'électricité qui n'a pas été encastrée. Donc, on est sur un habitat vraiment au premier prix. Ici, ça a été peint à la queue de vache. C'est un peu dégueulasse. Donc, il y a des travaux. Après, bon, voilà, tu as une vue dégagée. Il a l'air de faire beau par là-bas. Bon, après, voilà. Après, il faut regarder un peu la copro. Bon, tu vois, c'est pas ouf. Mais voilà, après, il faut aussi se dire que les gens ont besoin de se loger. Moi, quand j'étais étudiant, j'aurais très bien pu vivre pendant 1 an, 2, 3 ans là-dedans. Je veux dire, ça m'aurait pas Mm. dérangé. Donc, d'un point de vue pratique, c'est un bien que, techniquement, sur photo, hein, je pourrais y aller. Si après j'y vais et que je m'aperçois qu'il y a une ligne TGV qui passe sous les fenêtres, que
ou que pire, il y a une école juste à côté et que tu as les enfants qui crient dans la cour de récréation toute la journée, voilà, c'est des choses que je vais regarder et qui vont me permettre de dire si oui ou non. Mais déjà, premièrement, si je m'intéresse à la ville de Saint-Nazaire, c'est des biens, je vais venir mettre un petit cœur là et je vais me les planifier, je vais aller les visiter. Je vais prendre connaissance avec Silène, là, comment dire, Office public de Office l'habitat public de Silène. l'habitat. Voilà. Donc, déjà, D'accord. c'est Office public de l'habitat, ça veut dire qu'on est peut-être plus sur un logement social. Tu vois, déjà, si c'est un office public, voilà. Bon, bref. Ouais. Voilà un peu Ok. comment je m'y prends. Mais là, vraiment, je donne rien, quoi. Là, je suis juste en train de te dire, là, tu as l'embrayage, là, tu as l'accélérateur, ça, c'est le volant. Mais t'es pas encore OK pour aller te lancer pour conduire. Tu vois ce que je veux dire? Je te donne vraiment les quelques petits éléments, hein. Moi, j'étais prêt à acheter là, hein. Ah ouais. Bon. J'ai fait la simulation du prêt et c'est bon, hein. On y va, hein. Tu m'as dit, il faut y aller, hein. Tu m'as dit, un con qui Ouais, ouais, avance, il va plus loin qu'un intelligent assis, je suis parti. Mais Je sais pas si tu connais d'accord. quartier Ville-Ouest, au pied des transports hélices et des commerces de proximité. Donc, bon, Saint-Nazaire, entre toi et moi, hein, j'ai jamais mis les pieds. Je sais le mettre sur une carte, mais je sais pas où c'est. Bon, Quartier t'inquiète pas, tu loues Ville-Ouest. pas grand-chose, hein. Ok. Ok, C'est bah, sympa. intéressant tout ça. Justement, tiens, j'ai vu que là, bah, déjà, tu as fait une analyse sur les photos qui m'a un petit peu bluffé, je t'avoue, parce que moi, j'aurais pas regardé ça directement, j'aurais pas vu ces détails-là. J'ai vu que tu avais une certaine précision à la loupe sur les Ah ouais. visites. Est-ce que tu Hein. suis quelque chose, une liste ou quelque chose comme ça Alors ouais, justement, bah moi je partage une checklist hein, que j'ai appelée la checklist intelligence parce qu'en fait, lorsque tu visites un bien immobilier, souvent tu es un peu dans l'euphorie, tu te lances dans le bien immobilier, tout de suite tu t'imagines dedans, mais tu oublies de voir Hmm. les choses essentielles. Tu oublies de regarder est-ce qu'il n'y a pas de la moisissure sous l'évier de sous le lavabo de la salle de bain et l'évier de la cuisine? Est-ce que tu as des S'il y a de la raccordements moisissure, ça veut dire quoi, du coup, si on a de la ça veut dire que tu as de moisissure sous? l'humidité, ça veut dire que tu as l'humidité, ça veut dire que tu as potentiellement eu des dégâts des eaux, enfin voilà, qu'il y a différentes choses qui sont, tu vois, il y a des données qui sont aussi importantes. Là, on voit quoi Hmm. ici, attends, on va essayer de zoomer un peu plus là. Ouais, cette photo, elle m'inspire pas. Alors, elle n'inspire pas, pourquoi? Parce que déjà, tu es sur un sol en linoléum. C'est même pas un parquet flottant, c'est un sol PVC plastique et c'est une Ah, c'est rénovation pour ça, ça typique fait des pas années chaleureux. 90. Et là-dedans, tu as de l'amiante dans le lino et tu as également de l'amiante dans la colle du truc. Donc ça, petite remise aux normes à faire avant d'y aller. Donc ça, c'est des arguments en fait qui vont te permettre d'aller négocier. Parce que tu vas dire au vendeur, bah, écoutez, moi, votre bien à 170, je veux bien, mais j'ai un devis de désamiantage de 10 000 euros. Donc déjà, si je vous l'achète, ce ne sera pas 170, ça va être 160. Et puis Hmm. après, tu vois, là, on a des tuyaux qui montent. Donc on est forcément ici, on est sur des tuyaux de chauffage qui traversent le plancher. Donc on est sur un chauffage collectif. Chauffage collectif, ça veut dire que c'est soit du Ouah. fioul, soit une vieille chaudière gaz. Ah, il est D'ailleurs, bon souvent, pour la c'est poubelle, leur truc, là. pas quand même. Pas quand Signale même. l'annonce, quand même. Bah, voilà, chauffage gaz collectif. Donc, chauffage gaz collectif, le jour où tu n'as plus de gaz, un petit peu dans la mouise, hein, tu vois, on ne sait pas ce que Poutine nous prépare, mais voilà, ça peut être un Hmm. peu, ça peut être un peu contraignant. Ouais, ouais, ouais. Interphone, petite taxe foncière, mais souvent, voilà, tu es dans des immenses copropriétés dont les frais peuvent te coûter très très cher et en principe, ils ont obligation d'écrire le montant des charges annuelles de copro. Et là, tu vois, Ah, c'est ça, la copro, il y en a, c'est un petit peu la mafia, hein. ouais, mais après, Je ouais, sais pas pas. partout quand même. Tu sais, on est quand même dans un pays de droit, hein, ça va, on est quand même bien couvert. Tu vois, vos références locataires, si vous êtes locataire du parc HLM du département et toi, ouais, donc bon, là, bon, on n'est plus dans de l'habitat social, c'est pour ça que c'est pas du tout un habitat haut de gamme. Mais si tu regardes Hmm. je sais pas, Et vas-y, un fais voir ta département, checklist, du coup, ce serait intéressant de voir un petit peu les points qu'il y a. je l'ai remise au propre pour qu'elle soit un peu plus sexy à utiliser. Je vois Mais elle te ça, dit quoi? Elle te c'est dit voilà, quand propre, tu hein. visites un bien, déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que souvent, tu pars et tu visites 5 biens dans la journée, tu vois un parking, un appart, un local commercial. Donc, hop, Ouais. coche ici déjà ce que tu as vu et tu écris ici l'adresse exacte, le code postal, la ville. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir aller voir sur meilleursagents.com après quand tu vas faire ton étude chez toi, bah, quel est le prix au mètre carré du bien que tu as visité. Parce que du coup, une fois que tu fais ça, tu vas préparer ton offre derrière. Donc, surface carrée, hein, il n'y a que la surface carrée qui compte et pas une autre.
Le loyer, est-ce qu'il est bien loué? Est-ce qu'il est loué en bail meublé? Est-ce qu'il y a une bonne tension locative? Est-ce que l'aiguille est dans le rouge? Si elle est dans le rouge, on va dire qu'il y a une bonne tension locative. Si elle est dans le jaune, elle est Tu basse. Si elle sais est tendue, sur basse, quelles ça ne va données ils pas. se basent pour définir la tension locative? En fait, ouais, je pense qu'ils font une extraction du Bon Coin et de sologer.com et ils regardent les taux de clics sur les annonces en fonction des adresses de publication, des adresses postales de publication. Et ils regardent un peu si tu as 1000 clics sur une annonce, bah forcément, tu as une grosse tension. Si tu as 2 clics par Hmm. semaine, genre Saint-Étienne, tu vois, tu pas de tension, tu rien, bon, bah, tu t'y vas pas, quoi. Tu vois. Saint-Étienne, c'est pas facile, hein. Ils ont du mal en foot, ils Ah, ont du mal en immobilier. ouais, Euh, alors pour le coup, le foot, là, tu peux me raconter ce que tu veux, j'y connais absolument rien. Là, c'est Moi vraiment non du plus, théorique. mais on parlait de Saint-Étienne chez avant, donc. Ah, je sais un truc, ouais, c'est quoi? C'est le Chaudron, là-bas, leur stade, qui s'appelle. Ah, peut-être, ouais, ben, ça chauffe là-bas. Ça chauffe sans doute, ouais. Bon, bref, là, tu marques les prix, tu marques les frais notaires, propriétaire, voilà, depuis quand? Surtout les 3 questions importantes à poser au propriétaire. En quelle année il a acheté le bien? Pourquoi en quelle année? Parce que si il a acheté le bien il y a 20 ans, tu peux être sûr qu'il y a quasiment plus de crédit adossé à ça. Donc, il peut vendre le prix qu'il veut, le gars. Il n'est pas tenu de rembourser un crédit derrière. Hmm. Tu vois, s'il a acheté le bien il y a 5 ans, si l'immobilier n'a pas beaucoup pris en 5 ans, il a encore le crédit, je dirais, à ras, tu vois. Et il a remboursé que des intérêts quasiment en 5 ans. Donc, en fait, il est obligé de te le vendre au minimum au prix que lui, il l'a payé 5 ans avant. Donc là, tu dis, OK, bon, bah, s'il l'a payé déjà cher à l'époque, il n'y a pas de négociation possible. Je préfère écourter le rendez-vous et aller me consacrer sur un autre bien. Tu as ça aussi, tu D'accord. as âge du propriétaire. Si c'est un bel appartement et que tu vois à l'intérieur que c'est meublé un peu vieillot, bah, c'est un peu triste, mais ça sent l'héritage. Et là, tu dis, bon, bah, c'est un héritage. Ils vendent le bien probablement pour payer les droits de succession. Donc, c'est des gens, déjà, ils n'ont jamais eu à travailler pour récupérer ce bien. Non, mais attends, ne rigole pas, c'est réel tout ça. Non, Moi, mais je c'est des, sais, c'est mais des- c'est que ça me fait marrer entre les droits de notaire, les droits de succession, c'est qu'à chaque fois, tu À chaque bosses fois, tu pour passes à la payer caisse. quelqu'un, tu bosses pour les payer eux, quoi. Mais Alors, oui, surtout, je me tu doute sais qu'en bien sur plus, les ventes d'après décès, en fait, tu gagnes pas grand-chose, hein. comment ça? Bah, si quand tu as les droits de succession à payer et compagnie, il y a tu dois toujours vendre une partie pour payer ça, quoi. Bah, C'est ce que je veux dire. bah, en fait, ça dépend. Je veux dire, moi, tu vois, j'ai ma notaire. Ma notaire, elle est issue d'une famille où il y avait quand même beaucoup de moyens, puisque quand ses parents sont décédés, il y a eu quasiment 4 millions d'euros de patrimoine immobilier. Bon, après, c'est une famille de notaires. Donc, si tu veux, depuis des générations, ils ont eu le temps d'accumuler. Ils n'ont pas payé 1 euro de droit de succession parce qu'ils ont mis en place tous les mécanismes fiscaux existants et peu connus, légaux, pour justement tout optimiser. Hmm. Tu vois, on peut faire du démembrement. Tu peux donner la nue propriété, pas l'usufruit. Tu peux faire ce qu'on appelle un pacte Dutreil où tu transmets quasiment sans impôt, sans rien, des sociétés commerciales immobilières. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent, mais la personne, bah, je dirais le particulier qui a fait deux, trois acquisitions dans sa vie et qui décède, il s'est jamais dit, tiens, peut-être qu'un jour, en faisant un rendez-vous par an Ouais, avec mon ouais, il s'est notaire, pas préparé. Ouais, je on va vois ce que tu veux optimiser. dire. Ah non, c'est bien ce que tu dis. Est-ce que ça, c'est peut-être des choses où les gens se disent toujours, ah ouais, mais je vais pas faire parce que de toute façon, tout investissement, chaque personne va se donner raison en fonction de ses convictions, va te dire non, mais je veux pas faire ci parce que ça, je veux pas faire ci parce que ça, je veux faire ci parce que ça, tu vois. Dans Exactement. n'importe quelle chose, on va se donner raison toujours. Donc ça demande Moi, je vais te dire, une certaine compétence, je pense, de prendre du recul et de se dire, ok, mais quelle est la carrément. réalité? Mais tellement. Et tu vois, moi, ce que me disait mon mentor, il m'a dit, voilà, à partir de 50 ans, il faut que tu vois ton notaire à peu près une fois tous les 3 ans, que tu fasses un point patrimonial surtout, parce que c'est l'âge où tu vas commencer à préparer ta succession. Et quand tu as 70 ans, c'est tous les ans que tu dois le voir, parce que tu as tes actifs immobiliers qui prennent de la valeur, peut-être que tu vas acheter, tu vas arbitrer, et tu vas remettre ton testament à jour en fonction bah, des goûts et des envies de tes héritiers. Et il faut quand même le faire. Mais après, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que quand tu penses au droit de succession, toute ta vie, tu as acheté ta maison, tu as travaillé pour ça, tu payé des intérêts dessus, tu as payé la taxe foncière tous les ans, tu as payé la taxe d'habitation tous les ans dessus, tu as payé de la TVA sur tous les matériaux que tu as mis dans ta putain de maison. Et puis quand tu veux donner le fruit de tes années de labeur à tes enfants, bah là, tu as l'État qui va t'en prendre 30%. En plus, pas sur la valeur que toi, tu as payée, sur la valeur estimée le jour de la succession. Tu vois, parce que ta maison, tu l'as achetée dans les années 70, elle valait peut-être, je sais pas moi, 100 000 francs. Elle en vaut Hmm. peut-être 1 million d'euros 40 ans, 40, 50 ans plus tard. Donc, enfin bref, moi,
ça me fatigue un peu tout ça. Bref. Donc, Ouais, ouais, non, mais je mais comprends, ouais. voilà, en tout cas, ce qu'il faut, c'est le savoir et le prévoir surtout. Ouais, Après, donc, tu as tout ça, tu as l'état global, tu vois, c'est là, je dis aux gens, euh, l'état global, l'immeuble, est-ce qu'il est en bon état, mauvais état, partie commune, l'appartement, est-ce qu'il est très mauvais, très bon. Et après, là, tu as ce graphe qui est pas mal. En fait, tu dis, voilà, la cuisine, est-ce que je lui mets quoi comme note? Tu vois, tu fais un peu comme un dîner presque parfait. Chez toi, tu mets des notes dans ta voiture quand tu rentres. Ta cuisine, est-ce qu'elle est en très mauvais état? Tu vas mettre entre 1 et 3. Et après, tu vas mettre ici, la surface de la cuisine, elle fait 20 mètres carrés. Il y a 500 euros par mètre carré à mettre dedans. Donc, hop. Et avec ça, tu peux arriver à justement, tu vois, là, ici, je mets un lien vers une vidéo YouTube que j'ai faite dans laquelle j'explique plus en détail que là comment remplir le document. Et puis après, la taxe foncière, parce qu'il ne faut pas oublier, tu as plein de gens qui achètent des biens immobiliers, mais qui n'ont jamais été propriétaires. Et ils sont un peu étonnés lorsqu'ils reçoivent dans leur boîte aux lettres la taxe foncière. Ils disent: «Comment ça, j'ai 1 500 € à payer? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Bah ouais, mais excuse-moi, mais tu as, ouais, la taxe d'habitation, tu as la taxe foncière. Alors, la taxe d'habitation, c'est le locataire qui est censé la payer, mais c'est important que tu la saches parce que en fonction du montant de la taxe d'habitation, ça peut faire fuir ton locataire. Donc, même si aujourd'hui, c'est une taxe qui a tendance à vouloir disparaître, elle est encore présente pour quelques personnes. Enfin, voilà quoi. intéressant. Et du coup, est-ce que tu as d'autres ressources pour ceux qui veulent aller plus loin là-dessus? Je sais pas, où tu présentes un petit peu plus en détail ta stratégie. Bah, tiens, d'ailleurs, attends, j'avais une autre question avant. Est-ce que tu prévois de faire des achats cette année pour ton parc locatif? Alors ouais, ouais, carrément, carrément. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu quitter la Côte d'Azur et je vais essayer en fait un type de location que j'ai jamais fait par le passé. C'est acheter des box de stockage dans des lieux où tu peux plus construire autre chose. Les gens ont besoin de place pour stocker, voilà, plein de choses, sachant que ce sera plus pour des professionnels que pour des indépendants. Et là où je suis, il y a une demande qui est extrêmement forte et je l'ai jamais fait. J'ai jamais fait et j'ai envie de tenter l'expérience. Et j'ai également un ami qui est en Suisse et lui, donc la Suisse, ça, c'est de l'autre côté, hein. Et lui, ce qu'il fait, c'est il fait de l'achat de forêts pour D'accord, revendre ouais, à l'exploitation de la filière bois. Et c'est aussi très intéressant. Le bois prend ouais, de plus en plus de valeur. ouais, Les banques financent assez facilement parce qu'en fait, tu es un peu considéré comme un, tu sais, dans les catégories de renouveau environnemental, etc. Donc, tu es ouais, blindé de subventions et ouais. il y a des trucs à faire. Donc, Ouais, j'en avais parlé je il voudrais y a t'en parler longtemps. plus, mais je n'ai pas encore les compétences. En général, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Mais voilà, je te Ouais, donne non, juste ouais, je vois, le projet pour. même, c'était il y a 2 3 ans, j'avais fait un podcast à l'époque et j'avais eu quelqu'un justement qui était venu là-dessus, hem, sur les forêts. Ils essayaient en fait, ils tokenisaient la propriété des forêts sur la blockchain. Hem et du coup, il y a aussi, pareil, dans le même truc qui est intéressant, c'est les arbres fruitiers. Parce que tu as aussi la récolte des fruits et tu as aussi, tu pouvais quand même avoir un bon retour sur investissement. Et je pense que oui, en effet, si peut-être tu as les aides et compagnie, ça peut aider. Donc ah OK, très intéressant, Ouais. tu vas diversifier un petit peu. Et aujourd'hui, justement, là, par exemple, tu vas faire ces opérations-là, tu vas mettre pour les emprunts, tu vas mettre de l'immobilier en collatéral? Ou parce que je suppose que tu as pas un autre emploi, toi, tu es à temps plein sur l'immobilier aujourd'hui? Yes, ouais, non, je suis à fond sur l'immobilier. Là où je passe le plus de temps, c'est à chercher à découvrir un peu les nouveaux coins avec les bons, enfin les coins champignons, hein, comme je les appelle. Hem Et puis voilà, après je suis assez curieux de développer des choses que j'ai pas faites par le passé parce que une fois que tu as fait un appartement en coloc, que tu en as fait 3, 4, 5 et que bon, tu sais que ça marche et que en fait, aujourd'hui, ça te permet d'avoir un niveau de vie, très confortable. Bon, bah, tu as pas forcément besoin d'aller en chercher plus, tu vois? À une époque, j'étais vraiment tenté de monter jusqu'à 40, 50, 60 biens immobiliers. Bon, après, je me suis dit: «Mais à quoi?» Enfin, tu vois, à quoi? Enfin, tu vois, après, tu tombes, c'est même pas de l'appétit, c'est de la boulimie immobilière, tu vois? Et je pense pas que ce soit forcément très sain. Hem, voilà. Mmh. Après, c'est Surtout que bon. plus ça va aller, moins tu auras Après, c'est ma façon de voir, tu vois? ouais, ouais, plus ça va aller, moins tu auras d'emprunts à rembourser aussi. Donc Voilà, tu vois, Robert d'un autre Kiyosaki que côté, j'admire, il a plus de 1000 biens aux États-Unis. Bon, bon, là-bas, après, c'est aux États-Unis, hein, tout est plus grand, tout est plus gros, tout est différent là-bas, mais moi, je trouve que voilà, arriver à un parc aujourd'hui où n'importe qui, tu pars de rien, puis tu arrives à 10, 12 biens immobiliers, c'est déjà très, très beau. Je veux dire, je peux te garantir que tes héritiers, ils vont vraiment te remercier et puis, et surtout ce qu'il faut, c'est arriver à transmettre. À transmettre parce que
les gens qui héritent de biens immobiliers sans savoir comment ça marche, bon, bah, tu peux être sûr que ça va être revendu et ça va passer en voiture de sport, alors que tu vas passer d'un très bon actif à un énorme passif. Alors que, si tu transmets justement, bah, tout ce que tu sais et que, bah, l'amour que tu as eu pour ça peut être que vertueux, quoi. Mmh, je vois. Est-ce que tu as quelque chose, Alors yes, yes, ouais, tu me disais, ouais, un est-ce outil, que tu as, je sais pas, intéressant une pour petite les gens. masterclass ou quelque chose, où on peut aller un peu plus loin hormis, de ta chaîne YouTube? Bah, écoute, ouais, carrément. Moi, j'organise des masterclass où justement, ce qui est pas mal, c'est que je permets aux gens qui me connaissent pas, bah, déjà de mieux me connaître et surtout de me poser en live toutes leurs questions par rapport à leur projet parce que, bah, tu en as qui sont, en cours de divorce, tu en as qui sont en cours d'achat, tu en as qui sont pétris de fausses certitudes, qui pensent que les locataires payent pas, alors qu'il y a moins de 1 des locataires qui ont, l'an dernier, posé des problèmes. À leurs propriétaires. Enfin, donc bref, je réponds à toutes les questions en lien avec l'immobilier. Et puis il y a pas mal de trucs, tu vois? C'est une masterclass dans laquelle j'explique aux gens comment ne plus payer les frais de notaire. Comment, comment avoir à coup sûr ton crédit immobilier, quelle que soit ta situation. Enfin voilà. Va te faire des ennemis, toi. Va te faire des amis et des Non, ennemis. non, parce qu'en fait, c'est une astuce. C'est une astuce. Et t'inquiète pas, les frais de notaire sont payés, hein. Je dis pas, je veux pas que les gens, se fassent rattraper par la patrouille après, hein. Les frais de notaire sont bien payés, mais c'est une écriture que tu vas changer dans le compromis de vente pour que Ah, OK, que la OK. banque soit forcée de te les financer. Donc en gros, c'est pas toi qui OK, payes, c'est la banque. Parce qu'aujourd'hui, les OK. banques, depuis les recommandations tu sais, du HCSF, là, du Haut Conseil de stabilité financière, elle interdit le financement des frais de notaire. Mais avec une mention légale que tu écris dans le compromis avec ton notaire, elle a pas le choix, elle ne peut que les payer. Et ça marche très, très fort. Très bien. Bah, écoute, ça m'a l'air Donc, intéressant. Donc, pour tous ceux qui ouais. voudront aller plus loin là-dessus, je vous mettrai les liens dans la description pour aller voir ça. En tout cas, merci Rodolphe d'avoir partagé tout ça. C'était fort enrichissant. Même moi qui ne fais pas spécialement d'immobilier, bah, écoute, j'ai bien apprécié ta vision et merci d'avoir partagé bah, ta checklist et compagnie parce que je pense que ça permettra à beaucoup de monde d'éviter de faire des erreurs, quoi. Yes, ça marche. Et puis je te mettrai aussi un autre document que tu pourras télécharger qui est un tableau de calcul parce qu'il faut vraiment voir l'immobilier comme la bourse ou le bitcoin, je veux dire comme un véritable business. Faut pas trop s'attacher et c'est les chiffres qui doivent décider si oui ou non on y va. Il y a l'intuition qui peut jouer un petit peu, mais allez, l'intuition, ça va être 10 et les chiffres, 90 de la décision. Mais voilà, donc c'est un tableau, en plus, il y a des vidéos avec pour bien le renseigner, mais c'est un outil qui est juste fou pour savoir si on y va ou pas sur un projet, quoi. Ok, bah écoute, c'est super. Merci Voilà. encore une fois, Rodolphe, pour avoir partagé tout ça. Écoute, je te souhaite une bonne journée. Ouais, c'est la journée pour toi là-bas. Merci à toi, Antoine. Et puis, Ouais. écoute, n'hésite pas, je me permettrai d'aller sous les questions que les gens poseront pour leur répondre, parce que j'aime beaucoup continuer à apporter de la valeur et à répondre aux gens voilà, dans les commentaires sous la vidéo YouTube. Ok, bon, bah parfait. Bah écoute, Ça marche. tu seras le grand Allez, bienvenu. Allez, ciao. à bientôt. Salut tout le monde. Ciao, Ciao. ciao.